Donc je vais effectivement vous parler aujourd'hui d'une toute récente réalisation, ou plutôt d'une toute récente restauration et nouvelle affectation pour la chapelle Notre-Dame du Marché à Jodogne. Alors cette chapelle, fondée au XIVe siècle, a parfois fait fonction d'église paroissiale lorsque l'église Saint-Médard de Jodogne était inaccessible en hiver. Elle a d'ailleurs été construite notamment aussi pour permettre aux Jodonnois de pratiquer le culte lors des sièges de la ville. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jodogne ni la chapelle, eh bien c'est une chapelle qui fait partie du bel ensemble bâti du vieux Jodogne, sur la Grand Place, qui autrefois s'appelait la place du marché, d'où le nom de la chapelle, chapelle Notre-Dame du Marché. Voilà. Alors cette chapelle, au fil des siècles, elle a subi de très nombreuses transformations qui ont rythmé sa vie. Sa toute dernière restauration vraiment complète a eu lieu au XIXe siècle, fin XIXe. Au XXe, elle a encore bénéficié d'une réparation de toiture après la Seconde Guerre mondiale, et elle a aussi bénéficié, cette chapelle, d'une restauration de son portail dans le cadre de l'opération du petit patrimoine populaire wallon, lorsque l'année thématique du PPPoE était porte, portique, portail. Malheureusement, comme beaucoup d'édifices, les moyens manquent pour assurer de nouvelles restaurations complètes de l'édifice, qui donc connaît au fil du temps, au fil des décennies, une certaine déshérence. Alors vous le savez, vous êtes très nombreux ici impliqués dans la vie des églises et des édifices religieux au sens plus large, et bien souvent il y a quand même autour des édifices religieux en déshérence une certaine émulation qui se crée, et donc dans les années 80 et 90 à Jodogne, des bénévoles essayent à la fois de sensibiliser les Jodonnois à leur patrimoine, à l'état de cette chapelle, et ils essayent aussi de sensibiliser évidemment les autorités publiques qui sont les seules à pouvoir dégager des moyens suffisants pour restaurer l'édifice. En 1992, c'est la création d'une association qui s'appelle les Amis de la Chapelle et qui met en place diverses activités, des expositions, des visites, diverses autres manifestations, toujours dans l'optique d'essayer de dégager une vraie dynamique autour de la chapelle pour aboutir à sa restauration. Et en 1995, il est demandé au bureau d'architecture Atelier 20 de déterminer à la fois un programme d'intervention pour la restauration et aussi de réfléchir aux autres affectations que pourrait avoir la chapelle en dehors du culte, parce que vous le savez tous, tant qu'on n'a pas d'estimation budgétaire, tant qu'on ne mesure pas l'ampleur de la tâche, c'est extrêmement difficile de mobiliser les moyens et de mobiliser les autorités publiques. Alors bien, toute cette dynamique autour de la chapelle montre quand même que le bien n'est pas oublié. Et en 1999, le gouvernement wallon, au moment de la création de l'Institut du patrimoine, décide d'inscrire cette chapelle sur la liste des biens menacés dont s'occupe l'Institut. Alors je vous ai mis l'article qui permet à l'Institut de travailler sur des biens de ce type. Je ne vais évidemment pas vous le lire, mais en gros l'article 218 du Quatup et les suivants expliquent que la mission de l'Institut, c'est d'assister des propriétaires de biens dits menacés à essayer de trouver des solutions pour les restaurer, pour les réhabiliter, pour les réaffecter si le cas se présente. La mission de l'Institut dans ce cadre-là est quand même relativement large, et surtout elle est proactive. C'est-à-dire que c'est l'Institut qui doit vraiment faire les démarches vers les gens, vers les propriétaires, et aussi les autorités publiques, les potentiels investisseurs quand on parle de biens d'une autre nature évidemment que la chapelle. Alors c'est une liste limitative, et pour le moment il y a 95 biens sur cette liste, dont la chapelle figurait dès la création de l'Institut, donc en 1999.
Alors, cette inscription sur la liste de l'Institut, ça a constitué quand même un déclic, je pense. L'Institut a relancé des réunions, a vu les acteurs locaux, a discuté avec l'administration du patrimoine, à certains moments a même fait des recherches en termes de mécénat pour essayer de trouver des fonds. On a réfléchi avec tous les acteurs de terrain à ce que pouvait être un programme pour cette chapelle, étant entendu que personne ne pensait à désacraliser la chapelle, puisque la chapelle, elle avait toujours une activité autour du recueillement, et donc personne ne pensait à la désacraliser, donc à la désaffecter, mais donc il y avait une réflexion sur une mixité de fonctions culturelles, touristiques, historiques, puisqu'elle a quand même jalonné la vie de la ville de Jodogne. Et donc tout ça a été je veux dire, organisé, la réflexion a été organisée avec l'Institut. On a réfléchi aussi à ce moment-là sur la problématique du taux de subside, puisque pour les édifices religieux, l'habitude est d'octroyer 60% pour la restauration des édifices du culte. Donc voilà, ça a fait partie des points qu'il fallait absolument dégager pour pouvoir trouver une solution financière. Et puis il y avait aussi la sensibilisation des autorités subsidiantes, des autorités locales, provinciales et autres, pour aboutir finalement à dégager des solutions. Alors finalement, au bout du compte, le programme pour cette chapelle, il a bien été convenu qu'on maintiendrait un lieu de recueillement et que ce lieu serait dédié dans le chœur. Pour des questions d'organisation spatiale, on a proposé aussi avec l'auteur de projet, surtout le déplacement du cénotaphe des comtes de Glim dans un espace qui lui a été spécialement aménagé alors au moment de la restauration, et puis l'installation d'équipements qui permettent les activités culturelles et la valorisation propre de la chapelle. Donc dès la conception du programme de restauration de la chapelle, la question des équipements à y intégrer pour faire vivre la chapelle avec d'autres fonctions que la seule fonction de culte ou de recueillement a été tout de suite intégré dans le programme de l'architecte. Alors parallèlement aux questions techniques, je dirais, s'est mis en place un comité de gestion avec, à la clé de ce comité, la signature d'une convention quadripartite qui réunissait la fabrique d'église, évidemment, puisqu'on se trouvait un peu chez elle, la ville de Jodogne, la province du Brabant, et alors l'Institut du patrimoine, je dirais pour donner des garanties à chacun, c'est-à-dire à la fois aux autorités publiques, mais aussi à la fabrique d'église, aux autorités locales, que les activités qui seraient menées dans la chapelle seraient toujours quand même menées en ayant bien conscience qu'il y avait toujours un lieu sacré à l'intérieur et qu'on n'y faisait pas n'importe quoi. Voilà, alors évidemment, le nerf de la guerre, c'est toujours le montage financier d'un tel projet. Et dans ce cas-ci, le montage financier a quand même été un petit peu original, c'est-à-dire qu'on a quand même décloisonné l'approche de l'arrêté de 1993 qui prévoit plusieurs taux de subside dont on a parlé ce matin. Et on avait proposé, avec l'administration du patrimoine, on avait proposé au ministre du patrimoine de combiner deux taux. Un premier taux, qui est le taux habituel pour les édifices du culte, donc 60% pour la restauration des parties classées dans l'espace réservé aux lieux sacrés, 80% qui est le taux que l'on applique, que l'on peut appliquer en tout cas quand il s'agit d'une conservation intégrée et qu'il y a un intérêt collectif dans le projet d'affectation ou de réaffectation selon le cas, et ça c'est pour la restauration des parties classées de l'espace dédié aux activités culturelles. Donc c'est tout à fait rare de voir une combinaison de ce type dans un édifice du culte. Alors évidemment dans la rareté il y a toujours tout le monde participe.
La province du Brabant, qui met normalement dans les projets publics 5% pour le volet restauration, a ajouté aussi dans la corbeille 500 000 euros pour les équipements dits culturels, hein, puisque ces équipements étaient quand même nombreux. Il y a des gradins rétractables, il y a des cimaises, il y a des panneaux acoustiques, donc il y avait des équipements pour une certaine somme. Et ça, la province a donc amené aussi sa part dans l'histoire. Et puis évidemment, la ville de Jodogne et la fabrique d'église ont comblé, je vais dire, le solde du coût total des travaux. Et vous voyez, le coût total, c'est plus de 2 millions d'euros. Évidemment, dans un cas comme celui-ci, on va bien au-delà de la simple question de la restauration, puisque les équipements, tout ce qui est chauffage, électricité, les gradins, les cimaises, tout ça n'est pas couvert par le subside du département du patrimoine et donc vient d'ailleurs. Hein. Donc le ailleurs ici, c'est essentiellement la province, la ville, la fabrique qui ont comblé, je vais dire, le montage financier. Donc ça, évidemment, c'est un cas concret. C'est pour ça qu'on souhaitait vous le présenter. C'est un cas concret qui montre que des solutions pour aller au-delà de l'ouverture de quelques jours par an, je vais dire qu'il y a le principe, par exemple, d'églises ouvertes, il y a quand même des solutions de financement. Alors il faut aller frapper à de nombreuses portes et comme le disait monsieur Geron ce matin, il faut aussi vouloir. Donc évidemment, on dépend aussi toujours à un moment donné d'une volonté, d'une prise de décision. Donc vous voyez ici ce que ça donne après restauration, et ça c'est le jour ou le soir plutôt de l'organisation. Donc je vous ai parlé du déplacement du cénotaphe qui a trouvé un espace à Louis, je vais dire, la nef, les gradins à l'arrière qui sont en mode, qui ne sont pas en mode spectacle, puisque il y a moyen d'en déployer plus dans la nef, et puis les cimaises. Alors, que peut-on tirer comme leçon d'un cas comme celui-ci ? En fait, le comité de gestion et la convention de gestion, ce sont vraiment les éléments qui donnent des garanties, je pense, à la fois pour la préservation du lieu sacré, puisque je vous ai dit qu'il n'était pas question à l'origine de réfléchir à une désaffectation complète de l'espace. Ça permet aussi, au travers de la convention et aussi de la réunion de ce comité, de réguler toutes les activités qui s'y déroulent. Et ça permet, et ça c'est très très important, j'insiste vraiment là-dessus, ça permet aussi de veiller à une pérennité de l'affectation multifonctionnelle, parce qu'il est bien évident qu'ici on n'est pas dans un cas avec un taux de subside qui est monté sur certains espaces à 80%. Il n'est évidemment pas question de dire une fois par an on installe 30 chaises, ou on déploie les gradins ici en l'occurrence, et on fait un concert. La vie de la chapelle, elle doit se dérouler en semaine, les week-ends, en soirée, en journée. On doit pouvoir dégager des initiatives, et le comité de gestion, lui, n'est pas l'organe qui va organiser tout ça. C'est l'organe qui va réguler ce genre toutes les propositions, évidemment, ne sont pas bonnes à prendre. Il faut aussi penser que s'il y a un lieu de culte ou un lieu sacré qui est préservé, il faut que les gens puissent y aller, s'y rendre, et donc il faut pouvoir à un moment donné contrôler les activités. Et je pense que la convention signée par les 4 parties prenantes avec nous, IPOE comme signataire, permet et a permis en tout cas de donner suffisamment de garanties, notamment au service public de Wallonie, au département du patrimoine et au ministre du patrimoine, a permis de leur donner suffisamment de garanties pour qu'ils acceptent une combinaison des taux qui n'est quand même pas quelque chose qui est réalisé si fréquemment. Alors voilà, je voulais dire aussi que pour nous ce mécanisme-là, donc de mise en place d'un comité de gestion et d'une convention, on peut considérer que c'est la voie médiane entre 2 solutions, à savoir maintenir la seule
seule affectation de l'édifice au culte, en sachant qu'il n'y a pas toujours les moyens pour assurer un très bon entretien et encore moins les moyens pour assurer une restauration complète. Et l'autre penchant, je vais dire, qui est la désacralisation complète de l'édifice. Alors c'est vrai que la désacralisation et la désaffectation, ça permet d'ouvrir d'autres perspectives et d'imaginer d'autres types d'aménagements. On vous en parlera encore cet après-midi. Mais ce n'est pas forcément ça qui rend plus simple la restauration de l'édifice, parce qu'on passe alors d'un édifice religieux vers le monument classé. Et le monument classé, si on veut préserver son intégrité, on doit quand même continuer à préserver des décors si on a, des mobiliers qui sont devenus immobiliers par destination si on a, des structures même de l'édifice religieux, puisque dans certains édifices religieux, il y a des colonnes, etc. Et c'est pas parce qu'on a désacralisé, désaffecté que c'est plus simple. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience et bien réfléchir avant de s'embarquer dans cette voie-là sur le fait d'imaginer la praticabilité de l'affectation suivante. Et il ne faut pas non plus imaginer qu'il ne faut pas y réfléchir avant d'entreprendre cette opération de désaffectation, parce que même nous, sur notre liste, nous avons l'une ou l'autre église dont nous sommes propriétaires. Je peux vous dire qu'elles sont désacralisées, c'est pas pour autant qu'elles sont plus faciles à réaffecter. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.